Bonjour les cinéphiles. Alors pour parler d'Ant-Man, qui est le versant, on va dire presque scientifique de l'univers Marvel, ben, j'ai décidé de ressortir ma blouse, hein, ma blouse de travail, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé avec une blouse de travail à une époque. J'étais plus ou moins dans les sciences. Et ben je vais me mettre ça et on commence. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, quelques images. Mais ce sera donnant-donnant. Réalisé par Peyton Reed, un réalisateur américain qui travaillait déjà chez Disney depuis un bon bout de temps, il a fait beaucoup de choses à la télévision. Au cinéma, le film qui l'a fait connaître, en tout cas de moi, c'est un film que j'adore, c'est le film Yes Man, avec un certain Jim Carrey. J'adore ce film, c'est un de mes petits films de chevet, un de ceux que je regarde toujours avec plaisir, que j'ai eu la chance de revoir d'ailleurs au cinéma en plein air il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment cool. Et après, ce film, il est devenu un Yes Man, hein, c'est dans le titre, en enchaînant les films Ant-Man, Ant-Man 1, Ant-Man 2, et Ant-Man, celui-ci numéro 3. Il faut savoir que le premier Ant-Man à la base était prévu par Edgar Wright, qui a laissé le bâton en cours, et lui il l'a repris. Certains l'accusent donc du coup d'être une espèce de voleur. Oui, non, en même temps, c'est des idées qui appartiennent au studio, même si je peux comprendre l'idée. En même temps, sur Ant-Man, c'est pas là qu'on va vraiment avoir, je trouve, ce genre de petits débats. Je ne sais pas ce que vous pensez des deux premiers Ant-Man. Le premier m'avait plutôt plu, le second quand même vachement moins. Personnellement, j'étais sorti très déçu de ce film. Ça, c'est une question personnelle, évidemment. Mais c'est ce qui a fait que je suis allé voir ce film avec assez peu de motivation dans un premier temps. Marvel, c'est toujours compliqué en ce qui me concerne, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau, donc je vais pas répéter, mais c'est toujours un petit peu compliqué entre le moment passé, la crédibilité du truc et du machin. Allez, déjà un petit truc de crédibilité facile, il se retrouve dans le monde atomique, donc c'est-à-dire plus petit que l'atome, mais ils arrivent à respirer comme si de rien n'était, alors qu'on sait, on respire en ingérant donc des particules d'oxygène, hein, qui sont donc des particules, c'est un ensemble d'atomes, donc un truc plus gros que l'atome, donc en fait ils sont plus petits que l'atome, mais ils arrivent à respirer. Normalement ce serait pas possible, je vous le dis déjà, hein, on s'en fout, on s'en fout complètement dans le film, parce qu'on n'est pas à ce détail-là, on n'est pas sur ces trucs-là, on n'est pas dans un film scientifique, hein. On est là dans un film un peu d'aventure à l'ancienne, et ça c'est un petit peu cool, je vais revenir là-dessus tout de suite après. À ce niveau-là, il y a aussi un truc avec des fourmis, hein. On est dans Ant-Man, hein, je rentre pas trop dans les détails, qui m'a paru un peu tiré par les poils du cul. Peut-être que les grands scientifiques diront, bah non, bah ça c'est justement le truc le plus crédible. Mais là, comme ça introduit, machin, te fait un peu genre, ouais, quoi. Mais voilà, ça peut faire un petit peu solution de facilité, mais on va aller donc par étapes. Le genre qu'est ce film. Alors évidemment, il s'inscrit dans la lignée du MCU, hein. C'est donc Ant-Man 3, ou Ant-Man et la Guêpe 2, puisque le premier c'était Ant-Man, le deuxième c'était Ant-Man et la Guêpe, hein, comment il faut l'appeler? Il faut l'appeler comment? Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, pardon, je sais pas parler moi. Est-ce qu'il faut l'appeler, je sais pas, comme vous voulez. En tout cas, on va parler de ce film-ci, qui donc est la suite des personnages du MCU qu'on connaît, et une des premières choses que je trouve réussies dans le film, c'est que on commence par nous montrer le personnage dans la vie normale et courante de tout le monde. Évidemment un petit peu particulière de par le fait que c'est un super-héros dont les gens reconnaissent la tête, mais il est dans la vie normale et courante, ce qui permet de remettre le personnage sur un terrain que l'on connaît. On n'est pas tout de suite dans l'espace ou dans des trucs auxquels on n'a pas accès, et ça je trouve ça cool parce que ça nous remonte le côté humain du personnage. Rappelons que Ant-Man, c'est on va dire la comédie dans le MCU, que certains trouvent déjà très comique, c'est le film familial d'une saga très familiale, hein. Donc remettre ça comme ça, c'est plutôt réussi, et c'est tant mieux. Ensuite, il y a le début de l'histoire. Alors au début de l'histoire, j'ai eu un petit peu peur que ça nous fasse un petit peu comme dans le Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas qu'il y a une menace et que le super-héros va contrer la menace pour sauver l'humanité et compagnie, mais plutôt que ce soit les personnages principaux qui fassent un dawa comme pas possible, et ensuite c'est aux héros eux-mêmes de se débrouiller pour rétablir l'ordre. Donc en gros, qu'ils soient responsables de tout ce qui se passe et qui n'est pas très héroïque entre nous. Ça peut arriver une fois, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas le genre de scénario qui met le plus en avant les super-héros. Là, ça commence un peu comme ça, mais c'est pas trop ça, on esquive. En gros, les personnages vont se retrouver donc dans cet univers subatomique, hein, et là, en fait, on va être dans un autre monde. Alors là, on va se retrouver très proche de vieux trucs d'aventure, comme je disais, puisqu'on va se retrouver dans l'équivalent d'un Sword and Planet. Sword and Planet, c'est un vieux truc d'écriture, on va dire, c'est un genre qui évidemment fait référence au Sword and Sorcery, hein, donc Conan de Howard par exemple, hein, on a déjà parlé, j'espère que vous suivez. Hein. Le Sword and Sorcery, c'est l'équivalent un peu science-fiction, c'est quelqu'un de notre planète, à nous, hein, de notre présent, qui va se retrouver sur une autre planète, et donc où les conditions vont être totalement différentes. L'exemple, je pense, un des premiers en tout cas, c'est évidemment
John Carter of Mars, hein, donc qui a donné le film John Carter, comme vous le savez peut-être. Et c'est marrant parce que vous connaissez peut-être plus le terme japonais, hein, qui correspond un petit peu à Sword and Planet, le fameux Isekai. Donc on est un petit peu dans un Isekai, si ça vous parle, dans un Sword and Planet. Alors vous me direz, oui, mais on n'est pas sur une autre planète. On est quand même sur un autre monde très différent. Ce qui fait que le film a évidemment quelque chose de très proche de ce genre de science-fiction, un petit côté Star Wars. Je rappelle que Star Wars, c'est pas de la science-fiction pure, hein. C'est de la fantasy dans un univers de science-fiction, c'est de la science fantasy. Et donc, dans ce film, on va retrouver un peu tous ces éléments assez proches de Star Wars. Je suis sûr que plein vont faire la comparaison, mais parce qu'en fait, on revient à des formes plus archaïques d'histoire et d'aventure, j'ai envie de vous dire, et donc aussi quelques archétypes qui sont là-dedans. Donc, à ce niveau-là, on sait à peu près où on va, et c'est plutôt bien fait. C'est plutôt très sympa. J'ai trouvé que le film arrivait parfois presque à faire vraiment ressortir ce côté un peu bon enfant de ce genre d'aventure, un peu over the top, un peu génial. Et je suis content de retrouver ce petit souffle, même s'il n'est pas totalement réussi. Pas totalement réussi à cause de quoi? Bah, en fait, plus à cause du fait qu'il fasse partie du MCU, et que donc c'est lié à plein d'autres trucs, et on se pose des questions, et puis le temps, et puis les mondes parallèles, machin, truc bidule. Parce que si on avait pris le temps de faire de ce film un pur film à part, où on avait justement des personnages qu'on découvre, cet univers pur qu'on va découvrir. On va le découvrir, hein, l'univers, hein, dans le film. Hein, là où il se retrouve, on va découvrir cet univers. C'est ce qui fait justement que ça correspond à cette définition-là. Et bah, ça aurait été plus cool de développer un peu cet univers et d'être moins attaché au reste. On sent que c'est un film qui pourrait être un film indépendant du MCU, enfin du MCU, hors du MCU, c'est ça ce que je veux dire. Et ça, c'est vachement cool. Je trouve que ça fonctionne plutôt vachement bien, même si, oui, par exemple, au début, on fait planer un peu une espèce de suspense sur qui est il. Je dis il, lui, mais bon, il l'appelle tout de suite par un adjectif, on va dire. Est-ce que c'est un adjectif? Je suis pas très bon en français, mais ça vous le savez déjà. Bref, on va pas se mentir, hein, vous voyez clairement qui c'est depuis le début, et puis même, si je peux vous donner son nom, parce que si vous connaissez les comics, bah, vous savez déjà qui c'est, on en parle depuis longtemps. Si vous connaissez pas, il peut s'appeler Pouette Choupinette, ça change pas grand-chose. Donc évidemment, on va nous parler du Conquérant, on sait déjà qu'on parle de Kang, le Conquérant. Alors, Kang le Conquérant, je vous ai dit que j'ai déjà croisé dans les comics, et en m'achetant l'omnibus Heroes Reborn, en fait, je me rends compte que le seul que j'ai croisé, c'est là-dedans, donc c'est une espèce de reboot un peu différent, donc dire que je le connais dans les comics, c'est peut-être un petit peu menteur, même si j'ai déjà lu des comics où il était dedans, du coup. Revenons au film en lui-même. Donc au début, je vous disais, on dit lui, il, machin, ça crée une espèce de suspense, parfois un peu, comment dire ça, un peu synthétique, pas très vrai, hein. On voit qu'on fait exprès de dire lui, le conquérant et tout, alors que parfois il y en a, il pourrait juste lâcher le nom, mais bon, c'est pas très important. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a une période dans le film où on va faire, bon, alors là maintenant, on va te faire toutes les révélations, blablabla, on t'envoie tout. Et en gros, il y a deux histoires parallèles, hein, et les deux histoires se mettent d'accord pour tout raconter à ce moment-là. Est-ce que c'est un défaut en tant que tel? Non, 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 c'est juste une manière de construire le truc. Oui, comme j'ai dit, c'est un petit peu forcé, le il-lui, mais c'est un peu de l'ordre du détail, et puis voilà. Voilà. On est vraiment dans un film d'aventure à l'ancienne, on va découvrir un monde, des races, des situations, parfois un peu cliché, on est à l'ancienne. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des effets spéciaux, bon, j'ai envie de vous dire qu'Avatar 2, c'est la salle d'à côté, hein, si vous voulez vraiment avoir les effets spéciaux ultimes de l'humanité. Globalement, en regardant ce film, je les ai trouvés très bons. Très bons. Alors, évidemment, très bons par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous offre le cinéma hollywoodien de divertissement, le MCU compagnie. Je les ai trouvés plutôt très bons. Je les ai vus en 3D et j'ai trouvé que ça passait très bien. Il y a des plans qui sont beaucoup moins réussis que d'autres, on ne va pas se mentir. Et il y a le personnage de Modok, qui est un personnage qui, lui, par contre, le résultat visuel est pas très beau. Bon, alors je pense que c'est fait exprès, qu'il a un côté un peu on va dire, c'est un peu pathétique, mais au niveau du visuel, là ça fait un petit peu, on a un petit peu des réactions. Et il y a des plans comme ça, on a des réactions un peu, ou alors quelquefois on se rend compte que les acteurs, enfin, on sent que les acteurs, bah, ils sont pas face à ce qui se passe et que bah, ça se voit dans leur acting, hein. Même si c'est surtout la demoiselle, hein, dans laquelle ça arrive un petit peu. Alors c'est pas qu'elle joue mal, hein, elle joue pas mal, mais 2-3 fois j'ai trouvé que son interprétation collait pas forcément à ce qu'il y avait autour à 100%. De l'ordre du détail selon moi. Globalement, les acteurs sont bons, il y a quand même du Michel Pfeiffer, du Michael Douglas dedans, hein, Paul Rudd. Donc je veux dire, il y a quand même du bon monde, hein, on va pas se mentir, hein, donc les acteurs sont quand même bons et tout, il y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vous ai parlé des effets spéciaux en vous disant qu'ils étaient plutôt bons et parfois, hein. La mise en scène, c'est une mise en scène conventionnelle, une mise en scène qui passe. Parfois, il y a des trucs
très ratés, des passages avec des plans trop cut où c'est pas bien cadré, des trucs très ratés, d'autres trucs qui sont... Voilà, et 2-3 trucs qui passent correctement. En gros, les trucs qui sont ratés, ils vont pas vous détruire le film, ils vont pas non plus vous le mettre au 7e ciel, c'est vraiment des petits plans, des trucs et des machins. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le moment où il y a ce personnage, j'espère que je me trompe plus dans le nom, que je me trompe pas dans le nom tout court, à savoir M.O.D.O.K, là, quand il apparaît la première fois, c'est on a un plan super technique. J'ai fait, ah, c'est pas une bonne manière d'introduire ça, ouh là, c'est pas bon ça, surtout que tu comprends qu'il se passe un truc mais tu le vois pas, enfin bref, c'est pas super bien fait. C'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. D'ailleurs, pendant l'attaque du camp, du village, je vous en dis pas plus, là vous verrez 2-3 plans où ça secoue un peu trop la caméra à des moments, on joue aussi un petit peu la carte d'être un petit peu sombre pour cacher un petit peu les effets spéciaux. Alors on n'est pas dans Thor Love and Thunder, où là, ils ont fait carrément que quand il y avait tous des effets spéciaux, ça passe en noir et blanc pour cacher justement ces défauts au niveau des effets spéciaux. Le film est quand même un petit peu plus généreux à ce niveau-là. Hein. Je me demande s'ils n'ont pas fait attention en se disant, attends, il y a Avatar à côté, en plus c'est un gars de notre écurie, donc faut qu'on essaye d'assurer un minimum sur celui-là hein, quand même. Non, globalement, côté effets spéciaux, j'ai trouvé ça plutôt bien réussi, même si oui, il y a plein de fois où les acteurs sont un peu comme moi, trop décollés du fond, où le fond est pas bien intégré, blablabla. Ouais, eux c'est des pros, pas moi, je rappelle, hein, si jamais. Oui, il y a ça, ça m'a pas plus gêné que ça, voilà, au niveau effets spéciaux, mise en scène, ça passe pour ce genre de production, honnêtement, ça passe. Au niveau du scénario, comme je vous ai dit, il y a 2-3 moments où peut-être le côté scientifique pose un petit peu des questions, mais ça se laisse regarder. Le film perd un peu en puissance par certains aspects. Alors, l'aspect comique, il est plutôt bien géré. Hein. C'est un des auteurs de Rick et Morty qui a écrit le film, et d'ailleurs c'est lui qui devrait écrire le suivant. Hein. Donc l'humour n'est pas aussi tâche que dans d'autres films du MCU, c'est un petit peu plus intégré, hein. Donc ça passe plutôt bien, il est peut-être un peu moins purement présent, l'humour pur est peut-être un petit peu moins présent, il est beaucoup mieux mélangé à l'action et à ce type de récit, donc ça passe plutôt correctement, hein. C'est ni hilarant, ni quelque chose qui vient gâcher le plaisir, donc pourquoi pas. Mais on peut pas nier qu'il y a des choses qui sont pas terribles. Bah, encore une fois, le personnage de M.O.D.O.K, là, il représente... Enfin, il est présent sur plein de ratés, entre autres, je vous en dis pas plus, mais tout ce qui est sa partie finale à lui. On lui sort des phrases à la con, et tout ce qui suit, c'est à la con. Non, sérieusement, il incarne pas mal de trucs un petit peu ratés dans le film, et c'est un peu dommage globalement. Le film a aussi, par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui est le chef du camp, là, qui ressemble un petit peu à un de ces punks sortis de Mad Max 2, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle donne un coup de pied à un mec qui est en train de se relever, donc allez, le mec doit être au niveau du genou, hein, vous voyez la grande difficulté, hein, mettre un coup de pied latéral comme ça, bam, à quelqu'un qui est au niveau du genou. Alors, faire bien la technique, c'est pas facile, ça je vous le dis, mais dans un film, voilà. Et l'autre personnage regarde et il fait « Waouh, mais t'as tellement la classe !» C'est pas parce que tu dis que le personnage a la classe qu'il l'a, hein, vous savez. Il faut qu'on le voit. Hein. Par exemple, ce qui aurait été cool, c'est qu'elle le fasse sans perdre le regard, vraiment en mode... Genre, je le kick sans regarder, un truc comme ça. Enfin, c'est un exemple, je dis pas que c'est ça qu'il fallait faire. Mais là, comme ça, il y a 2-3 trucs à un petit peu forcés, vite fait. Le film est aussi un film qui réussit, je trouve, à faire que tous les personnages aient leur place, leur moment badass et tout, on est à la mode, on met en avant les femmes, mais c'est pas plus mal, parce que chaque personnage de cette équipe qui va explorer ce monde a ses temps forts à lui, ses moments héroïques, etc., etc., et c'est plutôt réussi, voilà. Alors, est-ce que c'est un film qui va révolutionner l'univers du cinéma? Non. Est-ce que c'est un grand film dans l'histoire du cinéma? Non. Est-ce que c'est un film qui va révolutionner quoi que ce soit? Non. Est-ce que c'est un film pour passer un bon petit moment très agréable et une bonne surprise, surtout que j'avais pas aimé le 2? Bah, la réponse est oui. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une conclusion aux vidéos, alors n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Hein. Allez, portez-vous bien.